Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. En voici les titres. C'est officiel, le Ghana a un nouveau président. Nana Akufo-Addo, vainqueur de la présidentielle du mois dernier, a prêté serment hier samedi à Accra devant plusieurs chefs d'État, dont le président de la République Faure Eswazimna Nyasingbé. Le nouvel homme fort du pays a promis de servir le peuple ghanéen dans le respect de la Constitution. Et puis la lutte contre la commercialisation et la consommation de croupions de dinde s'intensifie au Togo. Hier, c'est une importante cargaison saisie par les services de douane de l'Office togolais des recettes OTR qui a été détruite à Lomé. Voilà pour les titres. Le président de la République, Faure Eswazimna Nyasingbé, était hier à Accra, au Ghana, où il a assisté à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de ce pays. Devant plusieurs de ses nouveaux homologues, Nana Akufo-Addo a promis d'éradiquer la corruption, faire respecter les droits de l'homme et contribuer au développement socio-économique du Ghana. Retour sur cette cérémonie avec ce commentaire de Prudence Zissou. C'est une cérémonie d'investiture haute en couleur qui ouvre ainsi l'ère d'un renouveau politique pour le Ghana. Le nouveau président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en pagne traditionnelle kente, a prêté serment, la Bible à la main, devant une foule de milliers de personnes venues l'acclamer. Étaient aussi présents à cette prestation de serment de nombreux chefs d'État africains, dont le président de la République, Faure Nyasingbé. Les premiers mots du 5e président de la 4e République du Ghana, fervent défenseur des droits de l'homme, âgé de 72 ans, s'articulent en substance en ces termes. Je n'abandonnerai pas le peuple ghanéen, notre génération doit donner un sens à la liberté et à la justice. Des moments passionnants s'annoncent pour le Ghana, a-t-il déclaré, tout en égrenant sa vision pour le Ghana de demain. Nana Akufo-Addo a remporté la présidentielle du 7 décembre dernier au Ghana, avec 53,85% des suffrages contre 44,40% pour le président sortant John Dramani Mahama. Il accède ainsi à la fonction suprême après 2 tentatives infructueuses en 2008 et 2012. Le président de la République, Faure Nyasingbé, qui fait partie de la délégation des chefs d'État de la CEDEAO à cette cérémonie, a félicité son homologue Nana Akufo-Addo et le peuple ghanéen pour leur maturité politique. Ce pays, de 24 millions d'habitants, deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, grâce notamment à ses exportations d'or et de cacao, s'est distingué ces dernières années comme un modèle de stabilité dans la sous-région ouest-africaine. À Accra, le chef de l'État a profité pour s'entretenir d'abord avec Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État français au développement et à la francophonie. Ensemble, ils ont évoqué la coopération bilatérale et sécuritaire entre Lomé et Paris. Nous l'écoutons. D'abord, nous avons salué le Ghana et le président Nana parce que il a été élu dans un processus démocratique qui fait honneur à toute l'Afrique de l'Ouest, et en plus le Ghana est un pays qui compte et avec lequel et le Togo et la France veulent avoir des relations d'amitié, de coopération. Et puis j'ai eu le plaisir et l'honneur d'aborder aussi des questions de relations bilatérales entre la France et le Togo, et notamment sur remercier le Togo dans ses prises de responsabilité. Vous savez que l'armée togolaise est présente à l'intérieur de la MINUSMA, elle a une action forte au Mali pour la paix, pour la sécurité, pour le respect évidemment du développement du Mali, et nous lui sommes très reconnaissants et nous collaborons ensemble entre la France, l'opération Barkhane et la MINUSMA, mais plus largement entre la France et le Togo pour renforcer la sécurité, à la fois au plan militaire de la sécurité, mais aussi au plan politique, trouver les voies et moyens de renforcer la stabilité au Mali, et donc les processus inclusifs. Et puis nous avons parlé aussi du sommet de Lomé qui s'est tenu il y a quelques semaines et qui a été un très beau succès là aussi sur les questions de sécurité.
Et puis enfin, j'ai indiqué tout l'intérêt que je portais dans la discussion que le Togo a enclenchée avec le Fonds monétaire international. C'est une preuve de maturité, de responsabilité, et ce qui va permettre le retour en force de l'aide au développement de la part de la France. Et donc, nous sommes, je pense, dans un cercle extrêmement vertueux, très positif des relations entre la France et le Togo, parce que le Togo ne cesse de progresser au plan du développement, au plan de l'économie, au plan politique, dans la prise de conscience aussi des risques pour l'ensemble de la sous-région, plus largement d'ailleurs pour l'ensemble de l'Afrique. Donc, une très bonne coopération et un point très utile, je crois, pour nos deux pays. Ensuite, le chef de l'État Faure Gnassingbé a échangé avec François-Xavier de Donéa. Avec le ministre belge, le président de la République est revenu sur la réhabilitation et la gestion de la faune au Togo. Le ministre belge s'est confié à la presse togolaise à sa sortie d'audience. Bien, j'ai revu le président togolais parce que voici un an, il m'a demandé de l'aider à réévaluer les choses qu'il fallait faire pour remettre en ordre les parcs nationaux au Togo. Et donc, je lui ai proposé un expert qui est venu au mois d'août, qui a fait un premier rapport qui vient d'être transmis à la fin de l'année dernière au président. Et donc, le président, qui a une très grande préoccupation en ce qui concerne la réhabilitation des différentes aires naturelles protégées du Togo, m'a demandé de l'aider à poursuivre dans l'analyse. Et donc, il m'a demandé de mettre sur pied une seconde mission qui pourrait d'ailleurs aussi étudier les possibilités de collaboration ou de synergie entre le parc de Pendjari au Bénin et le parc qui est situé au nord du Togo. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour du chef de l'État au Ghana hier. Vers un règlement de la crise éducative qui secoue le pays. Une crise qui a quelque peu été accentuée par les mauvais résultats du dernier concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs ENI dans la localité. Une situation qui sera résolue grâce au nouveau concours que tous les candidats devront passer une nouvelle fois. Et encore d'autres dispositions que les députés de la circonscription sont allés expliquer aux concernés cette semaine. Sur place, la correspondance de Désiré à l'œil. C'est une démarche citoyenne des élus Union pour la République Unir de la région des Savanes qui compte cette préfecture. Depuis un certain temps, le secteur de l'éducation connaît des perturbations, notamment des débrayages qui handicapent le bon cours du secteur. Et les résultats du dernier concours de l'ENI ont suscité un mécontentement encore plus généralisé. En tant que représentant du peuple, les 8 élus Unir des Savanes en déplacement dans la région leur base. Sur la table, la problématique de l'enseignement. En face, les chefs traditionnels, CDQ, CDV, associations, ONG, points focaux et les candidats au dernier concours de l'ENI, élargi l'après-midi aux enseignants. Face à la situation, des initiatives sont prises allant dans le sens de la résolution définitive des problèmes. Première étape, tone pour informer, sensibiliser et trouver des solutions pérennes à la crise de l'éducation dans la région des Savanes. En effet, les résultats du dernier concours de l'ENI, proclamé le 26 décembre 2016, ont montré des scores très médiocres concernant la région des Savanes. Et donc ces résultats, analysés comme tels, évoquaient d'eux-mêmes un problème. Et nous, députés, avons pris la décision de chercher à comprendre. C'est ainsi que nous nous sommes rendus compte qu'à côté de cette crise, existent aussi des facteurs profonds qui minent l'éducation nationale dans la région. Au terme des solutions et des décisions prises concernant les résultats médiocres de l'ENI, vous l'avez suivi, tout comme nous, sur les médias nationaux. Le chef de l'État a décidé de reprendre le concours dans les centres de crise de Dapan et de Tchévier, parce que ces deux centres ont connu des résultats très médiocre. Nous espérons et nous croyons que la reprise du concours dans ces deux centres permettra de résoudre définitivement ce problème du concours de l'ENI de 2016. Mais ensuite, pour nous députés, ce qui est plus important, c'est les décisions salutaires et courageuses que le chef de l'État a prises et qui ont pour objectif de faire en sorte que la région des Savanes
n'arrive plus au dernier rang en termes de qualité de l'enseignement, en termes de niveau d'instruction, en termes d'infrastructure, bref, que la région des Savanes ne soit plus le parent pauvre de l'éducation nationale. L'ensemble des problèmes qui minent l'éducation relèvent de plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a des problèmes liés à la gouvernance, nous l'avons dit tantôt, mais il y a les problèmes liés à nos parents eux-mêmes. Et donc nous avons profité aussi de l'occasion pour leur dire qu'ils devront dorénavant être l'état de veille. Ils doivent jouer le rôle de vigie pour nous permettre, nous élus, et permettre au chef de l'État de mener à bien l'ensemble des dispositions et des mesures qui sont prises afin que nous sortions pour toujours des problèmes de léthargie pour ce secteur de l'éducation nationale. Après avoir pris connaissance des mesures salutaires du chef de l'État, nos violons se sont accordés et nos frères nous ont promis de faire le meilleur. Mais surtout, ils nous ont réitéré leur confiance au chef de l'État. Les candidats, les enseignants après la rencontre sortent réconfortés. Aujourd'hui, les honorables députés viennent nous dire que le chef de l'État nous donne la chance de repasser afin que la région des Savanes ne soit pas en marge des autres régions. Nous en sommes très reconnaissants et nous remercions les honorables députés pour leur démarche. S'ils ont pris l'initiative de faire un pas vers le chef de l'État pour la cause de l'éducation dans les Savanes, je pense qu'une partie des solutions sont en train d'être trouvées et nous, en retour, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir mener à bien nos activités pédagogiques pour que l'année scolaire aboutisse. Pendial, Saint-Cancé, Tandjouar, Naki Est, Oti et Oti Sud seront aussi sillonnés pour apporter les mêmes informations et échanger afin que l'éducation ait un lendemain meilleur dans la région des Savanes. L'année scolaire 2016-2017 avance à grands pas et les premiers examens, c'est dans moins de 5 mois. À tous les acteurs d'œuvrer pour son aboutissement heureux. Une autre sensibilisation qui ne faiblit toujours pas, c'est celle sur les méfaits des croupillons de dinde. On ne le dira jamais assez, ils sont nocifs à la santé humaine. Et pour joindre l'acte à la parole, les services de douane de l'OTR, Office togolais des recettes, ont procédé à la destruction de 5000 cartons de ces croupillons saisis. Arnaud Kili. 5000 cartons de croupillons de dinde, c'est la première grosse saisie de l'année des services douaniers de l'Office togolais des recettes. Malgré l'interdiction de la commercialisation de ce produit sur le territoire togolais, certains contrevenants se livrent encore à ce trafic. Ce camion a été donc appréhendé à Sanvikondi, de même qu'un conteneur au port autonome de Lomé. L'opérateur économique, par le biais de son déclarant en douane, a signé le régime de transit à la marchandise. Et donc, ils ont déclaré les croupillons de dinde en transit sur Cotonou. Arrivés à Sabikondi, ils ont voulu solliciter un changement d'itinéraire pour rentrer dans le Bénin. Et nous les avons appréhendés là-bas. La deuxième saisie a été opérée au niveau du port. Donc l'opérateur économique a importé à la LCT un conteneur de 40 pieds contenant donc 2500 cartons de croupillons de dinde avec de faux documents. C'est depuis 2014 que le Togo a interdit l'importation et la commercialisation des croupillons de dinde sur son territoire pour protéger les consommateurs de ce produit nuisible à la santé. Pourquoi cette interdiction? C'est un aliment qui est dangereux pour la santé du consommateur. Parce que on voit ce que c'est le croupillon. C'est une partie située au niveau de l'anus. Et pour faire croître rapidement les sujets, donc les dindes, le croupillon qu'on appelle communément adokubi, c'est par là qu'on introduit une hormone de croissance. Et cette hormone peut ne pas complètement disparaître avant que le sujet soit adulte et livré à la consommation. Bon, non seulement de par sa position, il peut être sujet à des souillures. Et quand on consomme cette partie, on peut
faire des gastro-entérites, notamment la diarrhée, le vomissement, parce qu'il y a des salmonelles, des germes, comme les salmonelles, dont souffrir de salmonellose. Au-delà de ça, cette hormone peut ne pas être complètement éliminée avant que le sujet soit adulte et livré à la consommation. Or, on sait que les hormones dans l'organisme humain peuvent provoquer beaucoup de dégâts. L'OTR appelle à la vigilance et exhorte tous les consommateurs à signaler tout déchargement suspect de ces produits prohibés sur le territoire national. Le point sur la lutte contre les sachets plastiques à présent. Depuis 5 ans déjà, une loi interdit la production, l'importation et la commercialisation de ces sachets plastiques. Où en est-on aujourd'hui? Le Conseil des ministres est revenu sur le sujet mardi dernier. Serge Tastom, Adolphe Paca. De ce laboratoire pourrait sortir quelque chose de précieux pour l'environnement, le 228 Civic Bag. Et si ce sac intelligent et écologique venait en remplacement à ceux-ci, produits de façon industrielle, des milliers de tonnes par an. Ces sachets et emballages plastiques durent 400 ans dans la nature avant de disparaître. Leur production et commercialisation sont prohibées sur le territoire togolais depuis 2011 par un décret. Mais sur les marchés, on les retrouve toujours présents. Menées sur le terrain, leur production continue dans les usines comme si de rien n'était. Nous avons eu à faire des réunions avec ces industriels pour leur intimer l'ordre d'aller à la biodégradabilité de ces sachets. Ça n'a pas été fait. C'est vrai, j'ai eu à procéder aux fermetures des magasins. Je n'avais pas la responsabilité de l'industrie, mais j'ai pu, pour ceux qui rentrent sur le marché togolais, on a pu fermer les magasins. Et les industriels, par réaction, ont fermé les usines, disant que comme on a fermé les magasins, ils n'arrivaient plus à produire. Donc du coup, ils ont mis les gens en chômage technique. L'interdiction de ces plastiques et emballages non biodégradables reste une question de responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vu les conséquences fâcheuses engendrées par leurs impacts environnementaux. Si les plasturgistes n'ont pas encore bougé d'une ligne dans ce combat, ces jeunes animés d'un élan écologique ne pensent pas s'arrêter là. C'est du papier craft qu'on utilise pour conditionner le ciment que nous récupérons chez les maçons sur les chantiers. Et ils nous les vendent à un prix unitaire de 25 francs. Nous découpons cela sous ce format et nous utilisons le papier, celui du milieu, pour pouvoir reconditionner et puis dessiner notre sac là-dedans, pour avoir un sac tout à fait écologique. De la récupération à la transformation, l'idée est championne écologique. La vision, c'est d'amener les Togolais à adopter des sacs biodégradables, des sacs intelligents. Pour quel impact environnemental? C'est pour protéger notre environnement, c'est pour réduire les effets de réchauffement climatique. Puisque le décret est déjà pris pour éliminer les sacs non biodégradables, donc l'adoption de ces sacs amènerait tout le monde à protéger notre environnement pour avoir un cadre de vie sain. Actuellement, nous sommes à 20 productions par jour. C'est un travail qui se fait manuellement. Mais notre vision, c'est d'arriver à 5000 productions par mois. On veut avoir une unité industrielle pour qu'on puisse alimenter le marché, parce que la demande est là, les gens sont intéressés par le produit qui est vraiment innovant. Le 228 Civic Bag intervient comme une solution de plus après d'autres initiatives comme l'additif D2W ou Zamke. Mais la lutte doit être encore plus soutenue, plus âpre, pour parvenir à une solution définitive et sauvegarder la maison commune, la nature. Direction maintenant la Côte d'Ivoire, où le calme semble être revenu ce dimanche après la mutinerie des militaires qui avaient paralysé plusieurs villes du pays. Tous les barrages ont été levés après que leurs revendications concernant l'augmentation de leurs soldes et le versement de primes aient été entendues par le président Ouattara. Le calme, de retour dans les rues de Bouaké, avec son trafic habituel et ses policiers en uniforme. Plus de mutins en armes, ni de soldats cagoulés en ville. Et pourtant samedi, ils étaient des dizaines à occuper avenues et carrefours en signe de protestation.
Une mutinerie au son de rafales de Kalachnikov et de tirs à l'arme lourde qui avait semé la panique chez les habitants. 24 heures plus tard, les militaires sont rentrés dans leur caserne. Mais pour les convaincre, il a fallu des heures de négociations sous la houlette du ministre de la Défense. Alain Richard Donouaï arrivait au plus vite pour apaiser les esprits. On va en discuter, qu'ils ne s'inquiètent pas. On est ici en famille. On va discuter de ce qui se passe. Discuter en famille. Des mots choisis avec précaution pour calmer la colère des militaires. Pas question de laisser les mutineries prendre de l'ampleur dans un pays marqué par les coups d'État. D'autant plus que la révolte des soldats n'est pas qu'à Bouaké, mais aussi à Mans, Daloa, Korogo et Abidjan. Partout, les demandes sont les mêmes. Paiement d'arrière et de primes, hausse de salaire, promotion accélérée et meilleures conditions de logement. Je tiens à dire qu'il ne s'agissait pas de négociation. Nous sommes venus discuter en famille avec nos hommes, leurs préoccupations et pouvoir rendre fidèlement compte au président de la République de nos discussions. À la sortie de la réunion, les mutins se disent satisfaits. Tous les barrages seront libérés et les gens vont rentrer en caserne, les voitures vont circuler, tous les barrages seront libérés. Et pourtant, Alain Richard Donouaï et sa délégation seront encore retenus 2 heures avant d'être libérés. L'accord entre le ministre et les mutins est validé le soir même par le président en personne. Alassane Ouattara rentré précipitamment du Ghana voisin pour gérer la crise. Je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications. Je voudrais redire que cette manière de revendiquer n'est pas appropriée. Une phrase qui sonne comme un timide rappel à l'ordre dans ce pays marqué par près d'une décennie de violence politique. Au Nigeria, c'est grâce aux efforts des militaires justement qu'on a retrouvé il y a quelques jours l'une des lycéennes de Chibok, enlevée il y a 3 ans par les hommes de Boko Haram. 3 ans après, on est toujours sans nouvelles de plus de 190 d'entre elles. Chibok, avril 2014. Les terroristes de Boko Haram attaquent cette école du nord du Nigeria en pleine nuit. Ils capturent 276 jeunes filles. 57 parviennent à s'échapper. Pour les autres, c'est le début du cauchemar. 3 semaines après leur enlèvement, le chef de Boko Haram envoie une vidéo à l'agence France-Presse. Il dit vouloir vendre ses otages. 1 semaine plus tard, une nouvelle vidéo montre une centaine de jeunes filles, voilées, récitant le Coran. Cette fois, les terroristes veulent les échanger contre des prisonniers. Le drame des filles de Chibok suscite l'émotion et la mobilisation internationale, mais le battage médiatique s'essouffle. 6 mois après leur enlèvement, le mouvement Bring Back Our Girls est bien seul à faire pression sur les autorités nigérianes. Investi en mai 2015, le président Buhari fait de la lutte contre les djihadistes la libération des élèves de Chibok sa priorité. Mais pendant 1 an, rien ne se passe. Jusqu'à 7 vidéos. La première preuve de vie des otages. 15 jeunes filles alignées, effrayées, affirment être des élèves de l'école de Chibok. Mai 2016, une première lycéenne est retrouvée dans la forêt de Sambisa, une réserve naturelle devenue le sanctuaire des hommes de Boko Haram. Reçue par le président, elle lui tend son bébé, né en captivité. L'espoir renaît, mais le sadisme des djihadistes continue. Cet été, ils diffusent une vidéo de filles qu'ils présentent comme des élèves de Chibok. Ils affirment que certaines sont encore vivantes, les autres auraient été tuées dans des raids aériens. En octobre, le groupe libère 21 otages. Elles auraient été échangées contre 4 prisonniers. Dernière libération en date, le 5 janvier, l'armée nigérienne retrouve une nouvelle lycéenne avec son bébé dans une localité proche de Sambisa. Malgré les succès militaires de l'armée nigériane soutenus par les forces régionales et la libération de plusieurs centaines d'otages, les autres filles de Chibok restent introuvables. Si elles sont encore en vie, elles servent aux terroristes d'esclaves sexuels ou de bombes humaines. Des islamistes qui sont également aux portes de Zinder, une ville du Niger qui a été secouée en 2015 par une vague d'émeutes anti-chrétiennes et anti-français. À l'origine de ces violences, la caricature du prophète Mahomet. 2 ans après, la ville tente de renaître de ses cendres. Il y a encore quelques mois, cette classe de chant et de musique semblait définitivement appartenir au passé. Et pour cause, 2 ans avant, une centaine de jeunes islamistes avaient incendié les lieux au cri de Allahu Akbar, à mort la culture, à mort la France. Si aujourd'hui le centre culturel franco-nigérien, entièrement dévasté par un incendie, a été en partie reconstruit, Bawa, son courageux directeur, n'a pas oublié. Ce jour-là, il avait tenté jusqu'au bout de calmer les esprits,
il échappera de peu à un lynchage. Je ne savais même pas où j'étais. D'abord, j'avais les yeux fermés. J'avais les yeux fermés parce que je ne comprenais pas cette situation. Donc voilà pourquoi il y a des amis qui m'ont appelé pour me dire de partir. J'ai refusé de partir. Je suis resté jusqu'à la fin. Et parmi les livres togolais, il y avait quoi? Bon, il y a du tout parce qu'on a aussi des écrits arabes. Il y a des écrits arabes. C'est une bibliothèque qui date des années 60. On a tout. Il y a des gens qui ont fait des dons. Il y a des ouvrages qu'on ne peut plus retrouver. Pas très loin, dans l'enceinte de la mission catholique de Zinder, les traces des violences contre les chrétiens sont encore très présentes. Une personne aurait même été brûlée vive dans la cathédrale entièrement dévastée. Et c'est dans ce bâtiment épargné par les flammes que l'office est désormais célébré chaque dimanche. Sur les 500 catholiques recensés avant les exactions, il n'en reste qu'une poignée. La plupart des étrangers sont repartis dans leurs pays respectifs, au Nigeria, Bénin ou Togo. Du côté de la communauté musulmane, les amis des chrétiens ont été vraiment touchés. Ils ont dit... Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Retour en page nationale avec un mot de sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 qui se prépare activement. 16 pays dont le Togo sont qualifiés pour disputer la coupe détenue par la Côte d'Ivoire. Et à quelques jours de l'ouverture, le gouvernement, la fédération, les journalistes et les supporters sont à pied d'œuvre pour une meilleure participation des éperviers à cette compétition. Le point de l'organisation et de la mobilisation avec Martin Sandani Mankoubi. Au Togo, les préparatifs vont bon train quant à ce qui concerne la participation de l'équipe nationale à la CAN Gabon 2017. Tous les acteurs sont à pied d'œuvre pour que les éperviers puissent aller loin dans cette compétition, à l'instar du comité de mobilisation des fonds. Ce dernier entend mobiliser 5 milliards de francs CFA pour cette CAN. Les membres du comité ont rassuré les Togolais qu'ils fonctionneront en toute transparence. C'est donc la fibre patriotique que nous voudrons que chaque Togolais puisse, à travers le message du chef de l'État, qui, à travers le décret, constituait l'ensemble des commissions. Nous faisons partie de la commission de mobilisation des fonds, une commission totalement indépendante des autres, pour que la transparence soit de mise. Je tiens d'ores et déjà à dire à tout le peuple togolais, aux opérateurs économiques, à tous ces donneurs potentiels qui vont se mobiliser pour soutenir les éperviers, que nous avons pris la mesure de la chose pour rendre compte régulièrement et faire en sorte que, à travers les comptes qui sont créés, qu'ils puissent eux-mêmes aller consulter. Malgré le retard dans l'organisation, bon nombre de citoyens pensent que tout ira pour le mieux. C'est vrai que l'équipe togolaise regorge de joueurs qui ont eu du mal dans leur club, qui ont eu du mal à s'imposer. Dans leur club, quand on prend Serge Gakbe, il ne joue pas régulièrement. Quand on prend le capitaine Cheya Adebayor qui n'a plus de club depuis plusieurs mois, le Golagassak aussi, mais avec l'expérience qu'ils ont, je pense qu'ils pourront faire l'affaire. Et puis ça dépendra de la concentration et de tout ce qu'ils sont en train de faire au stage à Djambars au Sénégal. Ça va être une compétition assez compliquée. Un stage bloqué de 10 jours au Sénégal qui forcément va permettre aux joueurs de faire naître une certaine cohésion, de faire naître une certaine ambiance qui puisse leur permettre d'aller très loin. Je crois qu'à la tête de cette sélection, on a également un entraîneur connu de tous, un globe-trotter qui est Claude Leroy, qui est à sa 9e participation, le Togo aussi. Donc ça pourrait quelque part apporter un plus à ce groupe. Les joueurs savent que cet entraîneur ne fera pas de cadeau à qui que ce soit. Donc je pense que cette préparation, cette organisation, on dira qu'il y a du mieux dedans par rapport aux éditions précédentes, quoi qu'on dise. Le Togo évolue dans la poule C avec la Côte d'Ivoire, le Maroc et la RDC. Un groupe assez relevé, mais qui n'empêchera pas les éperviers d'émerger dans cette compétition. Ça suscite autant d'engouement, autant d'enthousiasme, surtout que le Togo est qualifié. Je crois que ça a apporté encore une fois de la joie. Et cette qualification, souvenez-vous, a été très difficile et les gens même ont parlé de qualification tombée du ciel.
Donc à partir de ce moment-là, la joie est encore plus intense. Maintenant, par rapport au groupe du Togo, honnêtement, sur le papier, le Togo est le petit poussé de ce groupe. Maintenant, ça va se jouer sur le gazon et le football a souvent j'allais dire, des surprises. Au moment où on l'attendait moins, c'est en ce moment qu'on le voit franchir des étapes à la grande surprise de tout le monde. Même quand on prend la qualification togolaise, à un moment donné, plus de la moitié des Togolais ne croyaient pas, mais elle est arrivée. Donc je me dis que ça peut encore être possible si réellement on se prenait mieux. Et par rapport à ça, je constate du moins qu'il y a un tout petit peu du travail qui se fait. Il n'y a pas trop de polémique autour de ce travail. Aujourd'hui, la sélection est en stage au Sénégal et tout se passe pour le moment bien. Mais nous osons croire que le Togo peut apporter quelque chose, peut faire des surprises. La CAN Gabon 2017 démarre le 14 janvier prochain avec le match d'ouverture Gabon-Guinée-Bissau à 17h temps universel. Le Togo fera sa première sortie le 16 janvier contre la Côte d'Ivoire à 17h à Ouihem. Amélémiassi, c'est l'intitulé d'un show, un méga concert de chant choral organisé cet après-midi du côté du Palais des Congrès de Lomé par la jeunesse chrétienne d'Agoué-Nivé. 5 heures de show non-stop que nous font vivre en ambiance Sonia Ménico et Rachel Aoko. Voilà, vous découvrirez encore plus d'ambiance de ce concert dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie d'Adolphe Paca pour la dernière édition du journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Dapan. Au revoir.